Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo qui traite des exercices de vibration, du module de vibration pour la série numéro 2. Alors la fois passée on a traité l'exercice numéro 1. Voilà. Exercice numéro 1, on avait 3 systèmes, 2 systèmes mécaniques et un système électrique. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, je vais... Voilà, on va aller... Alors vous avez ici, je vais faire une petite, voilà, un zoom. Alors vous avez un système composé, je lis ici, un cylindre homogène de masse M et de rayon R roule sans glisser sur un plan horizontal. Le bras GC, voilà, de longueur L, sans masse solidaire du cylindre, porte à son extrémité C une masse ponctuelle M. Deux ressorts de même raideur de K, voilà, à gauche et à droite, et un amortisseur de coefficient bêta de frottement visqueux bêta sont attachés en A et B selon la figure ci-contre, de sorte que GA, alors c'est là, c'est égal à R, R c'est le rayon du cylindre plein, GC, alors le point entre la distance entre le centre de masse du cylindre G et le point de positionnement de la masse MC, alors c'est L, et GB, voilà, entre le centre de masse du cylindre pardon, et le point d'attache du ressort K, et ben c'est GC sur 2, c'est-à-dire L sur 2. Alors le système, on vous dit, le système se trouve en position d'équilibre lorsque la tige est verticale. Écarté de sa position d'équilibre puis relâcher le système effectue des oscillations de faible amplitude telles qu'on peut supposer les points A et B de déplacement pratiquement horizontal. Alors la première question, on vous dit établir l'équation différentielle du mouvement du système libre non amorti en prenant pour coordonnées généralisées θ. Voilà. Alors on commence la résolution de ce système. Voilà. Alors je vais commencer par énoncer ce qu'on appelle la condition de roulement sans glissement, qui est x égale à r θ. Voilà. Où x est la distance horizontale que fait le cylindre parcouru par le centre de masse G, parcouru, il y a un E ici, par le centre de masse G du cylindre, et θ l'angle de sa rotation autour d'un axe passant par G. Voilà, c'est-à-dire puisque le cylindre fait un roulement sans glissement, et ben là, le chemin parcouru par le centre de masse est égal à r θ, l'arc que fait, voilà, le cylindre en faisant une rotation autour de l'axe qui passe par G et qui pointe vers nous. Voilà, c'est... Alors, d'ailleurs, vous allez voir cette relation avec plus de détails dans le module de mécanique rationnelle. Ici, on va juste prendre le résultat. Voilà. Alors, je vous donne ici un schéma du système lorsqu'il est à l'équilibre puis en mouvement, voilà, pour c'est-à-dire faciliter la résolution de ce système. Alors on vous dit que par exemple la tige en équilibre est verticale. Alors, vous avez un ressort de raideur K attaché au point B qui est au milieu, voilà, mi-chemin entre C et G. Bien sûr, on va choisir un point O ici comme point fixe de référence d'une base avec une base IK, voilà, deux vecteurs unitaires perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. À l'équilibre, le G, c'est-à-dire le centre de masse du cylindre, est confondu avec O. Bien sûr, le disque a une masse M, grand M, et un rayon R. Le ressort à gauche est attaché au point A, voilà, sur le périmètre du cylindre. Voilà, et le point M la masse M est au point C.
voilà, à l'équilibre. Maintenant, à un instant donné, je vais prendre, c'est-à-dire on va écarter le système de sa position d'équilibre et on va prendre une photo du système. Voilà, alors je vous montre ici, alors bien sûr le G se détache de O, voilà, elle va se déplacer. Elle se déplace d'une longueur, d'une distance x égale à rθ, c'est la condition de roulement sans glissement. Bien sûr, le point B ici, il va se déplacer, voilà, d'une distance d'un arc égal à r, ou bien une distance, puisque on vous dit que le déplacement de B c'est une droite, et bien c'est L sur 2 sinus θ, voilà, puisque le B est à mi-chemin entre G et C, alors que voilà, ce point là va se déplacer aussi un arc rθ, voilà, on va prendre ça rθ, en plus du déplacement du centre de masse du cylindre. Voilà. Maintenant, bien sûr avec un coefficient de frottement bêta. Voilà. Alors, on commence par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique du cylindre plus l'énergie cinétique de la masse, puisque la tige est supposée sans masse, les ressorts sont supposés aussi sans masse. On a juste deux masses qui se déplacent. Et bien, pour le cylindre, alors celui-ci fait deux mouvements, une translation de son centre de masse, voilà, dans cette direction, et en même temps une rotation. C'est pour ça l'énergie cinétique du cylindre, alors c'est l'énergie cinétique de translation, elle égale tout simplement 1/2 de m, c'est-à-dire la masse du cylindre, fois x point au carré, puisque le centre de masse s'est déplacé d'une longueur x, voilà, bien sûr elle est égale à rθ, plus 1/2 de ig θ point au carré. Et bien ig c'est quoi? C'est le moment d'inertie du cylindre par rapport à l'axe de rotation passant par G et normal à la page. Bien sûr, pour un cylindre plein, on a ig égale à 1/2 de mr au carré. Voilà. Je remplace dans les expressions, et bien j'aurai, bien sûr ici, je remplace x par rθ, puisque dans l'énoncé, on vous dit d'utiliser la coordonnée généralisée θ. Bien sûr, on pouvait prendre x comme coordonnée généralisée, voilà, puisqu'il y a une relation explicite du système et à un seul degré de liberté. Il faut faire attention, parce que le x et le θ sont reliés par une relation explicite. Maintenant, l'énergie cinétique de translation, l'énergie cinétique de rotation où j'ai remplacé le i par son expression. En fin de compte, j'aurai l'énergie cinétique du cylindre qui est égale à 3 sur 4 mr au carré θ point au carré. Voilà l'énergie cinétique du système. Mais, plutôt, juste l'énergie cinétique, pardon, c'est l'énergie cinétique du cylindre. Maintenant, pour l'énergie cinétique de la masse, et bien, puisque c'est une masse ponctuelle, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique égale à 1/2 de mvm au carré, ou plus vm c'est la vitesse linéaire de la masse, petit m. Bien sûr, je peux l'écrire sous cette forme, 1/2 de m, le produit scalaire entre le vecteur vm et lui-même. Maintenant, pour trouver le vecteur vm, et bien, je dois trouver avant tout le vecteur position de la masse OC. Voilà, alors il faut trouver la vitesse de déplacement de la masse m par rapport à un point fixe. J'ai choisi par exemple la base, un repère où l'origine est en haut, avec les deux vecteurs unités i et k. Bien sûr, le j pointe vers nous. Alors, le vecteur position de la masse m par rapport à un point fixe O, et bien c'est OC. Mais vous pouvez voir que OC égale à OG, le vecteur OG, plus GC. C'est la relation de Schall. Et bien, voilà, la dérivée de OC par rapport à T, bien c'est la dérivée de OG par rapport au temps, plus la dérivée de GC par rapport au temps. Or, OG égale à, voilà, OG égale à, voilà, c'est la distance entre OG, elle est mesurée suivant I. C'est XI. Ou encore rθ i. Voilà, rθ i. Maintenant, je dérive rθ par rapport au temps, puisque r c'est une constante. J'aurai rθ point fois i. Maintenant, pour le GC,
pour le GC, eh ben, il a une composante suivant X, il a une composante suivant Z. La composante suivant X, c'est bien L sinus θ, voilà, c'est L sinus θ. Et la composante suivant K, c'est L cos θ. L cos θ, eh bien, c'est ce que je viens d'écrire ici. GC égale à L sinus θ, I plus L cos θ, K. Maintenant, la dérivée de ce vecteur position par rapport au temps, eh bien, il faut faire attention, je dérive par rapport au temps et non pas par rapport à θ. C'est pour ça, j'ai le θ ici, voilà. Bien sûr, la sinus θ par rapport à θ, c'est cos θ. Et cos θ, la dérivée, c'est moins sinus θ, K. Voilà. Maintenant, la vitesse, c'est la somme de ces deux dérivés. Et bien, c'est Rθ point I plus, voilà, Lθ point. Voilà, je fais la somme de cette expression et de cette expression-là. Bien sûr, suivant I, on a cette coordonnée, cette composante. Suivant K, on a cette composante. Maintenant, Vm au carré, c'est le produit scalaire. Bien sûr, vous faites le produit scalaire de ce vecteur avec lui-même. Il y a le I fois I égale à 1. Le K fois K, c'est le 1. Mais I fois K égale à 0, puisque ce sont des vecteurs unités perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et vous aurez cette expression-là au carré, plus cette expression-là au carré. Bien sûr, vous pouvez remarquer ici qu'il y a cosinus au carré θ et sinus au carré θ au carré avec les mêmes coefficients. Cosinus au carré θ plus sinus au carré θ égale à 1. Voilà, et un calcul simple donne, vous pouvez faire le calcul vous-même, égal à 1 demi de m r au carré plus 2l r cos θ plus l au carré, θ point au carré. Voilà, c'est l'expression de l'énergie cinétique de la masse, la petite masse. Maintenant, puisque on veut avoir une forme quadratique de T en θ point à coefficient constant, il y a un qui manque ici, et pour de faibles oscillations, on doit remplacer le cosinus θ non pas par 1 moins θ au carré sur 2, sinon on aura toujours le θ, mais par 1, pour éliminer, voilà, ce cosinus θ et avoir un coefficient qui ne dépend pas de la coordonnée généralisée. Voilà, c'est pour ça que j'élimine le cosinus θ, ou plutôt je le remplace par 1, j'aurai cette expression de l'énergie cinétique de la petite masse. Mais vous pouvez remarquer aussi que R au carré plus 2LR plus L au carré, c'est R plus L au carré, voilà, bien sûr, fois θ point au carré. Maintenant, l'énergie cinétique totale du système, eh ben, c'est l'énergie cinétique du disque plus l'énergie cinétique de la petite masse, qui peut s'écrire sous cette forme-là, bien sûr avec θ point au carré, un facteur commun et bien sûr 1,5. Maintenant, pour l'énergie potentielle du système, alors on a deux ressorts, voilà, on a deux ressorts et un disque et une masse. Maintenant, pour le disque, vous pouvez voir que son centre de masse ne change pas de hauteur. Il reste toujours, c'est-à-dire son mouvement est horizontal, c'est-à-dire il ne change pas d'énergie potentielle, elle reste constante. Mais comme je vous ai dit la fois passée, une énergie potentielle constante ne contribue pas dans le mouvement d'oscillation du système. C'est pour ça on peut la négliger. Voilà, c'est pour ça j'écris ici, voilà, le centre de masse du cylindre ne changeant pas de sa hauteur, mouvement horizontal, son énergie potentielle reste constante. Alors on peut, c'est-à-dire l'en mettre. Maintenant, pour les ressorts, alors la déformation à l'équilibre du ressort 1 étant delta L1, on obtient, voilà, cette expression-là. Mais comment, je vais vous montrer comment j'ai obtenu cette expression. Voilà, pour le ressort à droite. Et bien, pour le ressort à droite à l'équilibre, alors à chaque fois, c'est une recommandation, à chaque fois, il faut supposer qu'il y a une déformation de ressort à l'équilibre, même si par intuition physique, c'est-à-dire vous concluez qu'il n'y a pas de déformation, mais il faut la supposer, et par exemple, après calcul, vous trouvez que c'est nul. Mais il faut la proposer quand même. Maintenant, à partir de l'équilibre, il y a une déformation delta L1 à l'équilibre. Maintenant, à un instant donné, vous voyez que le ressort s'est allongé de cette distance. Alors cette distance, elle est égale à quoi? Égale à x r θ, voilà, de là à là. Mais il y a aussi cette partie-là.
et on vous dit que par exemple le B se déplace de manière verticale, et bien cette distance là c'est quoi? C'est L sur 2, puisque le B est à mi-chemin entre G sur GC, c'est L sur 2 sinus θ. Maintenant pour des angles faibles θ, on peut prendre sinus θ égale à θ. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. Delta L1 plus Rθ plus L sur 2 θ au carré. Puisque, comme je vous ai dit, l'énergie potentielle de ressort, c'est 1/2 de... Alors, il y a un K ici qui manque. Voilà, il y a un K ici qui manque. 1/2 de K fois l'allongement ou la déformation de ressort à partir du vide. C'est-à-dire on ne doit pas inclure la longueur du ressort à vide. Voilà. Maintenant, pour le ressort 2, voilà, on a considéré L sur 2 sinus θ égale à L sur 2 θ, parce que θ est faible. Alors pour le ressort 2, on a cette expression-là. Alors le ressort 2, voilà, vous avez le ressort 2 qui est sa pointe était là. Maintenant, à un instant donné, il s'est contracté, sa longueur a diminué. Alors elle diminue de combien? Elle a diminué de x moins x égale à Rθ, mais aussi avec d'une longueur qui est égale à, voilà, par exemple l'arc, cet arc-là. On va supposer que ce θ est faible, on peut supposer cet arc comme une longueur. Et c'est quoi cet arc-là? C'est bien Rθ. Et bien, ce ressort-là, c'est contracté de 2 Rθ. Le Rθ là et le Rθ du cylindre qui a tourné d'un angle θ. Voilà, c'est pour ça, pour le ressort 2, voilà, il y a le moins Rθ, moins Rθ. Eh bien, on aura 1/2 de, bien sûr, il y a un K ici qui manque, delta L2 moins 2 Rθ au carré, ou le delta L2, alors c'est l'effet de copier-coller, et la déformation à l'équilibre du ressort 2. Voilà, c'est les deux énergies du ressort, c'est-à-dire de type élastique. Maintenant, pour la masse, la petite masse, on va choisir l'horizontale passant par G comme référence pour l'énergie potentielle de gravité. Voilà, je vais choisir par exemple une référence pour l'énergie potentielle de la masse, où l'énergie potentielle de la masse est nulle, c'est-à-dire lorsque M est au-dessus de cette référence, elle a une énergie potentielle positive. Si elle est au-dessous, elle a une énergie potentielle négative. Voilà, et bien j'ai choisi par exemple l'horizontale qui passe par le haut. Voilà. Quelqu'un d'autre pouvait choisir ce niveau-là, un autre peut choisir ce niveau-là, mais on aura 3 expressions différentes, mais le résultat serait le même, puisque ça diffère juste par des constantes. Voilà. Alors, pour cette référence, alors la hauteur, elle est comptée positivement. Cette hauteur-là de C vers la référence, eh bien c'est L cos θ. Et l'énergie potentielle de cette masse, à cet instant-là, égale à mg L cos θ. Voilà la hauteur par rapport à cette référence. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. U masse égale à mg L cos θ. Enfin, l'énergie potentielle totale du système s'écrit, voilà, j'ai l'énergie potentielle 1/2 de K delta L1 plus Rθ plus L sur 2 θ au carré plus 1/2 de K delta L2 moins de Rθ au carré plus mgl cos θ. Voilà, c'est l'expression de l'énergie potentielle. Voilà. Maintenant, pour simplifier cette expression-là de l'énergie potentielle, on doit utiliser la condition d'équilibre qui s'écrit, c'est-à-dire la dérivée de U par rapport à θ égale à 0. Et bien si vous dérivez ici, voilà, vous dérivez par rapport à θ et vous remplacez par rapport à θ par 0. Maintenant le 2 saute avec le 2, vous aurez K delta L1, ici vous aurez K delta L2. Maintenant si vous dérivez cosinus θ par rapport à θ, vous aurez sinus θ. Maintenant sinus θ, si on remplace θ par 0, ça donne 0. Et bien
on se retrouve avec cette expression-là, K delta L1 plus K delta L2 égale à 0. Ce résultat montre qu'il n'est pas nécessaire que les ressorts soient tendus pour que le système se maintienne à sa position d'équilibre. C'est-à-dire, je peux avoir ce système-là à l'équilibre sans que, pour autant avoir besoin que ces ressorts soient tendus. Voilà. Alors, je vais prendre un cas particulier où le delta L1 et le delta L2 soient nuls. Voilà. Chacun soit nul. Maintenant, si je remplace le delta Li par 0, le delta L2 ici par 0, et bien j'aurai cette expression de U. En remplaçant, voilà, j'aurai cette expression. Bien sûr, vous voyez que l'énergie potentielle gravitationnelle ne disparaît pas. Il faut faire attention. Voilà. Ce n'est pas à chaque fois qu'elle disparaissent. Alors, pour de faibles oscillations, on remplace cosinus θ par 1 moins θ au carré sur 2 pour avoir une forme quadratique de l'énergie potentielle. Et bien, le cosinus θ, je remplace par 1 moins θ au carré. J'aurai cette expression-là. Bien sûr, j'ai omis, voilà, j'ai écarté le terme MGL puisque c'est une constante qui ne contribue pas dans le mouvement d'oscillation du système. Alors, en fin de compte, on aura cette expression de l'énergie potentielle qui égale U égale à 1 demi de K. Bien sûr, je sors le θ ici, je sors le θ ici, je sors le θ au carré ici, et j'aurai cette expression-là. Bien sûr, 1 demi. À chaque fois, j'utilise 1 demi puisque dans les dérivés, pour que le 2 saute avec le 2. Voilà, c'est juste voilà, une forme d'écriture. Alors, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la condition d'oscillation. Je l'ai évoqué dans une de mes vidéos, qui s'écrit comme, alors c'est la dérivée deuxième de U par rapport à θ, la dérivée deuxième de U qui doit être positive pour que le système oscille autour de cette position de θ égale à 0. Et bien si je dérive cette expression U par rapport à θ deux fois, j'aurai une constante qui doit être 0. Et bien vous voyez que c'est pas tout le temps que cette expression, c'est pas pour chaque valeur de R des paramètres que cette expression est positive. C'est-à-dire pour que le système aussi autour de cette position, il faudra que K fois R plus L sur 2 au carré plus 4K R au carré soit supérieur à MGL. Sinon, le système n'oscillera pas, il s'effondre. Il faut faire attention dans le montage du système. C'est-à-dire on doit choisir les paramètres du système de telle façon que cette expression soit vérifiée. Voilà, c'est ce qu'on appelle la condition d'oscillation. Maintenant, le Lagrangien du système s'écrit comme L égale à T moins U. Voilà, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Voilà, c'est l'énergie potentielle. Et alors, pour l'équation de l'air Lagrange pour un système mécanique libre à un seul degré de liberté de coordonnées θ, voilà l'expression de l'énergie de l'équation de l'air Lagrange pour un système libre. Parce que dans l'énoncé, on vous demande d'étudier le système libre. C'est pour ça qu'on aura un 0 ici. Maintenant, les dérivés, je dérive L par rapport à θ. Voilà l'expression de L. Je dérive par rapport à θ, j'aurai cette expression-là. Bien sûr, le 2 saute avec le 2. Et j'aurai, voilà, cette expression-là. Maintenant, je dérive ce résultat par rapport au temps. Et bien, c'est une constante. Il ne reste que θ point. Je la dérive deux fois. Maintenant, la dérivée de L par rapport à θ, et bien le θ, c'est là. On aura le 2 qui saute avec le 2 et avec un moins ici. Il faut faire attention. Voilà, c'est moins. Maintenant, si je remplace ces dérivés dans cette expression, eh bien, j'aurai, voilà, l'équation du mouvement qui est une équation différentielle du second ordre, voilà, θ point, avec coefficient constant, homogène puisqu'il y a le second membre qui est nul, voilà, linéaire puisqu'il n'y a pas le θ au carré, il n'y a pas le θ fois θ point, il n'y a pas le sinus θ, du second ordre homogène au coefficient constant. Maintenant, la forme standard, je divise par le coefficient de la dérivée du plus haut degré de dérivation et j'aurai cette expression là, voilà, de la
l'équation différentielle du second ordre. Maintenant, la solution de cette équation différentielle, c'est classique. Alors, c'est θ a cosinus oméga 0 t plus phi. Bien sûr, a et phi sont des constantes à définir par les conditions initiales. Et oméga 0, voilà, c'est oméga 0. Voilà, ce terme-là, c'est oméga 0 au carré. Et bien, oméga 0, c'est la racine carrée de ce terme-là. Bien sûr, avec la condition que le numérateur soit positif. C'est la condition d'oscillation. Et bien, c'est la pulsation propre du système. Voilà. Alors, on vient de terminer l'étude du système libre. Alors, dans la prochaine vidéo, on va entamer le cas où le système serait amorti. Merci.